Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Ça fait grand plaisir de vous voir si nombreux et nombreuses, même si d'ici je ne vois pratiquement rien. Caroline Fischer de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'ai le privilège de pouvoir coordonner les interventions de mes collègues de l'université. Les collègues qui y ont répondu de manière présente, avec peut-être un peu plus d'enthousiasme encore que pendant ces dernières années, parce que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire de la manifestation dès son début. Plus d'enthousiasme, pourquoi ? Parce que les raisons d'espérer à l'université, nous en avons. Déjà, si nous n'en avions pas, comment passer pratiquement tous les jours devant nos étudiants et étudiantes? C'est justement dans l'espoir de pouvoir leur transmettre du savoir, des compétences, mais aussi des outils pour mieux affronter leur propre avenir. Mais bien sûr, il y a aussi à l'université la recherche, et ce sont deux éminents chercheurs que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, Charles Aubour de notre université et Nicolas Lefebvre, qui, contre vents et marées, dans ce cas-là, c'est plutôt la grève de la SNCF, nous fait l'amitié de venir justement de l'autre bout de la France, de l'université Grenoble-Alpes, et ils vont parler aujourd'hui, et avec cela je leur laisse la parole, de recherche qui vraiment nous donne des espoirs pour l'avenir. Merci encore. Merci Caroline. Bien, donc merci d'être là, si nombreux, pour cette présentation. Il y a un expert et un novice sur cette scène. Je pense que vous avez parfaitement identifié l'expert et parfaitement identifié le novice. Donc, nous avons ici Nicolas Lefebvre qui a fait sa thèse, qui a fini sa thèse en 2022 et qui a ouvert les premières pages peut-être d'un grand livre sur l'histoire de l'hydrogène naturel dans les Pyrénées. Donc Nicolas, tu as fait ta thèse en 2022, je te laisse te présenter. Effectivement, du coup, j'ai réalisé une thèse, je l'ai commencée en 2018, sur l'hydrogène naturel et en particulier sur l'exploration de l'hydrogène naturel dans le contexte pyrénéen, afin de comprendre si on avait un potentiel réservoir et source d'hydrogène sous nos pieds. D'accord, donc c'est une thèse que tu as fait avec Laurent Truche, Frédéric Donzé à Grenoble, qui sont professeurs à l'Université de Grenoble, et aussi en partenariat, en collaboration avec des gens de Total, donc notamment Éric Gaucher, Sylvain Calassou, pour ne citer qu'eux, et d'autres personnes avec qui tu as travaillé sur cette thèse. Donc c'était une thèse qui était financée par le CNRS, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc c'était une thèse financée par le CNRS, mais avec un sponsoring de Total Energy. Et donc cette thèse en fait n'a pas été un travail aussi d'une seule personne. Donc comme l'a très bien dit Charles, c'est un groupe de chercheurs et un groupe d'étudiants qui ont pu m'accompagner pendant ces 3 années assez riches de rebondissements et d'aventures. Et donc voilà, je les remercie, j'en profite dès maintenant pour les remercier pour leur aide. D'accord, donc vous voyez sur cette image, alors je précise à la régie là, que le prompteur des secondes n'est pas enclenché, donc je suis toujours à 45 minutes de présentation, donc je vais avoir beaucoup de temps. Vous voyez sur cette première image, vous avez un livre blanc. Alors livre blanc, l'hydrogène, ça fait un moment que les gens s'intéressent à l'hydrogène. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a un gros volume d'articles qui sort tous les mois. Et beaucoup d'équipes dans le monde, en Australie, aux États-Unis, en France. En France, donc il y a un certain leadership sur l'hydrogène naturel, différentes personnes qui se sont connues médiatiquement de manière internationale. Je pense à Isabelle Moretti qui travaille avec nous à l'Université de Pau. On a Prince Hofer, on a Laurent Truche qui est le directeur de thèse donc, de Nicolas. Donc beaucoup d'effervescence. Nous, on ne va pas parler de tout ça, ce n'est pas l'objectif de vous présenter tout ce qui se passe en ce moment sur l'hydrogène. Il y a une forte activité pour ceux qui suivent les médias, donc il y a des articles dans la presse pratiquement tous les jours sur l'hydrogène naturel. Nous, on va vraiment aborder ici le côté pyrénéen. Donc on se restreint
sur ce côté pyrénéen. Et on est des scientifiques, on n'est pas des industriels, on n'est pas là pour chercher et forer l'hydrogène, on est là pour comprendre comment ça se passe et on va se cantonner à notre rôle de scientifique. Nos raisons d'espérer. Donc, quand j'ai vu le titre de cette manifestation, je me suis dit waouh, c'est quand même un petit peu, peut-être un peu pessimiste. Tout n'est question que perspective finalement sur les raisons d'espérer. Si on se compare dans toute l'histoire humaine, c'est peut-être des mots trop forts. Si on regarde sur une perspective franco-française et sur les 10 dernières années, il y a peut-être effectivement des sources d'inquiétude. Et en tout cas, quand vous allez dans une librairie, ça c'est une photo que j'ai prise dans une librairie paloise hier, dans le secteur écologie, vous voyez que les titres sont assez, on va dire, qui manquent un peu d'optimisme. Le pire n'est pas certain, rien n'est joué, tentative d'épuisement, on ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt, esquisse d'une stratégie de la désespérance, les visages de l'éco-anxiété. Clairement, il y a un vent, disons, pessimiste qui souffle. Et nous, en tant que scientifiques, on est là pour répondre à ces inquiétudes. Et j'espère qu'au cours de cette présentation, on va vous donner un petit peu d'espoir sur l'énergie, l'énergie est clairement une des clés de prospérité de l'humanité, enfin en tout cas moi je le crois, et une énergie pas chère, et c'est un vecteur de modernisation, de prospérité, de progrès. C'est des thèmes qui ont été aussi abordés aux Idées Mènent le Monde il y a quelques années. Alors le Béarn, c'est une terre de promesses, et évidemment beaucoup de gens dans cette salle, pour ceux qui sont nés dans le Béarn, pour ceux qui sont arrivés tardivement comme moi, on sait tous que Lacq, le gisement de Lacq, ça produit du gaz pendant plus de 50 ans et que ça a permis donc à la France, au cœur des 30 Glorieuses, d'avoir une certaine prospérité économique. Donc les découvertes, c'est dans les années 50. Voici une photo de Lacq dans les années 50. Et puis aujourd'hui, donc on a une réorientation industrielle importante. Je vois que dans la salle, il y a Benoît de Guibon qui donc, est très au fait de ce sujet-là, accompagné cette réorientation industrielle de Kempark, enfin de Lacq, pardon, et tout en préservant l'emploi dans cette zone-là. Donc on a changé de monde, on est passé d'un monde où il y avait du gaz, et peut-être on va s'orienter vers un autre monde, et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alors on va rentrer dans le sujet. Et Lacq donc produisait un gaz soufré, c'était compliqué, c'était un challenge technologique de produire ce gaz. Aujourd'hui, on ne saurait peut-être plus le faire, enfin technologiquement oui, mais dans l'acceptation sociale, on ne saurait sans doute pas le faire. En tout cas, ce méthane, ici vous avez un petit peu de termes techniques. Vous voyez que la densité énergétique du méthane, c'est 56 kJ par mol. Je ne vais pas préciser ce que c'est que la mol, mais enfin, vous voyez qu'ici, c'est un nombre qui vous donne une densité énergétique. Et l'hydrogène a une très petite molécule, la plus petite, qui ressemble à une altère, comme ça, un petit peu comme quelque chose, on peut se muscler avec. Eh bien, vous voyez que la densité énergétique de l'hydrogène, elle est de plus de 5 fois plus que le méthane. Et lorsque vous avez de la combustion, si vous regardez sur le méthane à gauche, en bas, vous avez une formule chimique. En tout cas, le CO2, je ne vais pas vous dire ce que c'est que le CO2, tout le monde en parle aujourd'hui. Et vous avez aussi de l'eau lors de la combustion. Pour l'hydrogène, la combustion, ça ne va donner que de l'eau. Donc on a ici, j'allais dire, une molécule miracle qui non seulement a une densité énergétique plus importante que le méthane, mais ne produit à l'issue de la combustion que de l'eau. Donc sur le papier, on a quelque chose d'extraordinaire. Alors l'hydrogène aujourd'hui est produit de différentes manières, et c'est pour ça que j'ai marqué arc-en-ciel. On donne des couleurs à l'hydrogène. On ne va pas passer trop de temps sur ces notions de couleurs. J'attire votre attention sur la partie droite du diagramme. Vous avez un camembert. Et c'est un diagramme qui est tiré d'un numéro de Sciences et Vie très intéressant sur l'hydrogène que je vous recommande. Et donc sur le méthane, la partie grise, pardon, c'est l'hydrogène qui est produit par le méthane. Donc là, je vais laisser la parole à l'expert. Le novice va se taire un moment. Et Nicolas, tu vas nous expliquer un petit peu ces différents modes
de formation de l'hydrogène. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, là, l'hydrogène, il est considéré actuellement comme un vecteur énergétique, donc il va nous permettre de transporter de l'énergie. Donc il y a plusieurs façons de produire cet hydrogène. Comme vous pouvez le voir, il y a autant de couleurs que dans l'arc-en-ciel, donc il y a une multitude de façons de le produire. Et certaines sont plus propres que d'autres, on va dire, émettent moins de CO2. Donc, par exemple, le gris qui est présent sur ce diagramme est issu en fait de la gazification. Donc, ça veut dire on va venir chauffer du charbon et on va casser les molécules qui composent ce charbon-là et produire l'hydrogène. Malheureusement, ce processus en fait génère de très grandes quantités de CO2. Donc, des industriels ont eu une idée, je ne sais pas si elle est révolutionnaire, mais en tout cas, ont eu une idée de venir récupérer ce CO2 et de l'enfouir dans le sous-sol. Donc, ce CO2, la production d'hydrogène par gazification, donc par cassage des molécules du charbon, il est récupéré et injecté dans le sous-sol. Donc, on va venir stocker ce CO2. On a également d'autres processus, typiquement donc le bleu, en fait, émet quand même moins de CO2 que l'hydrogène gris ou marron. Et enfin, là, actuellement, dans le monde, dans l'actualité, dans l'actualité, on parle énormément de tout ce qui est hydrogène vert. Donc, c'est un hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on va faire passer un courant électrique sur des molécules d'eau et on va les casser et produire de l'hydrogène. Donc cet hydrogène à l'heure actuelle est un hydrogène qui produit le moins de CO2 et donc voilà, c'est celui qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. Malheureusement, sur ce graphique-là, comme vous pouvez voir, l'hydrogène naturel, donc l'hydrogène sur lequel on va parler, n'est pas du tout mentionné parce que c'est actuellement une recherche qui est très fondamentale, donc qui est novatrice, et on ne sait pas encore si on aura un potentiel industriel derrière. D'accord, on fera un petit QCM à la fin de la séance pour voir si vous avez tout compris, les couleurs. Il manque 2 couleurs ici, le blanc, l'hydrogène naturel dont on va parler, et aussi l'hydrogène orange, c'est l'hydrogène qu'on stimule en injectant de l'eau dans le sous-sol. Et il y a beaucoup de pistes qui sont explorées. C'est un monde fascinant qui s'ouvre, très dynamique, avec beaucoup de chercheurs, beaucoup d'industriels derrière cela. Très prometteur. Alors l'hydrogène existe-t-elle à l'état naturel ? Alors, ça, c'est une question importante et je vais prendre une petite image au départ très simple qui va parler à tout le monde. Vous prenez une plaque de fer, elle va rouiller. Votre voiture, elle va rouiller, par exemple, et elle rouillera d'autant plus vite que vous êtes dans un endroit humide, par exemple au bord de la mer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'oxydation et donc le fer rouille. Voilà, l'oxydation. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des minéraux, des roches qu'on a sous nos pieds ? Alors on prend un minéral, ici l'olivine, c'est un très beau minéral, qui va s'oxyder, c'est-à-dire qu'il va rouiller d'une certaine manière. Alors si on lui met de l'eau, il faut de l'eau dans le système, si on le chauffe à une température adéquate, c'est-à-dire par exemple autour de 300 degrés, avec de l'eau, eh bien il va s'oxyder et se transformer en serpentine. Donc pour les Béarnais qui connaissent un peu, je ne sais pas, par exemple le Val d'Azun, il y a des endroits qui s'appellent les Serpentinites. Donc c'est un lieu, c'est des noms qu'on entend dans les Pyrénées. Et avec cette transformation, eh bien, on va générer cette transformation s'appelle une serpentinisation, et donc on va générer de l'hydrogène. Donc c'est une chose très bien connue, ce n'est pas une nouveauté, on est dans un domaine scientifique qu'on connaît depuis plusieurs décennies, donc c'est une transformation classique, et beaucoup de minéraux donc, peuvent s'oxyder, à partir du moment où vous avez du fer, peuvent s'oxyder et libérer l'hydrogène. On est en train de découvrir un peu tout ce monde-là aujourd'hui, par des études de laboratoire, Nicolas nous en parlera tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on trouve cette olivine ? Vous avez un réservoir gigantesque au cœur de la Terre qui s'appelle le manteau. C'est plus de 80% de l'intérieur de la Terre, c'est énorme, et dans lequel vous avez parfois jusqu'à plusieurs dizaines de pourcents d'olivine, parfois 100%, parfois 80%, parfois 70%. Vous avez beaucoup de ce minéral à l'intérieur de la Terre. Alors, l'intérieur de la Terre, le manteau, il n'y a pas d'eau, donc on n'a pas le carburant pour former l'hydrogène, a priori, au cœur du manteau. Donc, une roche du manteau, ça s'appelle une péridotite, pardonnez-moi le terme technique, qui contient de l'olivine.
Si par des processus géologiques, et ces processus géologiques existent, on est capable de remonter ces roches vers la surface à des températures moins importantes, autour de 300 degrés, et si on arrive à avoir une température et de l'eau en plus en addition, on a un moteur qui va générer naturellement de l'hydrogène. Je dis bien naturellement. Donc pour cela, il faut qu'on ait des roches qui soient amenées à une profondeur idéale pour générer de l'hydrogène. Et à ce moment-là, cette roche, elle va se transformer en serpentine. Et lors de cette transformation qui va se traduire aussi par une augmentation de volume, parce que la serpentine est plus légère que la roche du manteau, eh bien vous allez lâcher de l'hydrogène. Voilà. Et ça, c'est un processus parfaitement naturel qui existe à l'état naturel. Donc à partir du moment où on a mis en évidence ce mécanisme, eh bien on se dit, ah, donc si on forme de l'hydrogène, elle va peut-être s'échapper, cet hydrogène. Il y a bien un endroit où ces petites molécules que rien n'arrête, eh bien, elle va sortir à la surface. Et donc, on va voir sur la prochaine diapositive où cet hydrogène est détecté. Donc, vous avez ici les fuites d'hydrogène naturelles à l'échelle continentale. Et là, je retourne à nouveau vers l'expert, Nicolas, qui va nous commenter cette figure. Alors, du coup, sur cette figure, ce que vous pouvez observer, c'est des petits points roses et bleus qui correspondent à des zones où on a détecté de l'hydrogène naturel. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une répartition qui est aléatoire et ces découvertes ne sont pas récentes. L'hydrogène, ça fait maintenant peut-être 50 ans qu'on connaît cette molécule et dans le milieu scientifique, dans la petite communauté scientifique, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'on l'étudie. Donc, pour l'anecdote, l'Ifremer a travaillé pendant très longtemps sur l'hydrogène naturel, mais qui se produisait au niveau des rides médio-océaniques, donc ça veut dire au milieu des océans. Donc, cet hydrogène est vraiment très répandu, les sorties de gaz sont très répandues, et peuvent se faire sous plusieurs formes. Par exemple, donc là on retrouve dans ce qu'on appelle des fumeurs noirs, ce sont des émanations de gaz qui ont lieu du coup sur le fond des océans, et on observe des sorties d'hydrogène accompagnées avec d'autres gaz qui sont produits naturellement par les roches. Et on retrouve également des fuites en surface qui sont assez rigolotes à observer, comme par exemple on observe à Kymarea en Turquie. Ce sont des fuites d'hydrogène et de méthane, et on peut allumer ce gaz-là et la flamme ne s'éteint jamais. C'est donc une sortie de gaz permanente qui s'arrêtera peut-être dans des centaines d'années. Et l'hydrogène peut également sortir sous forme de petites bulles à travers des flaques, des ruisseaux. Et donc là, on observe ici des fuites d'hydrogène qui ont lieu en Oman, où on a mesuré quasiment plus de 90% d'hydrogène dans ces bulles. Donc l'hydrogène est loin d'être naturel et loin d'être anecdotique. D'accord, mais on n'a pas sur la carte donc, qui a été publiée en 2021, je ne peux pas revenir en arrière pour la montrer, mais au niveau de la France, est-ce qu'on a trouvé de l'émanation? Alors, en 2021, on était sur le point de trouver des émanations d'hydrogène, mais malheureusement, du coup, on n'avait pas encore publié les articles scientifiques en question. Mais l'exploration en milieu continental, donc sur les terres, était à ses prémices, à ses balbutiements. D'accord, donc vous voyez que c'est une histoire récente. Alors, la grande question, là vous êtes venu pour ça aujourd'hui et j'espère que vous aurez une réponse en sortant. Donc, est-ce qu'il y a de l'hydrogène naturel dans les Pyrénées? Mais donc, comme tout bon orateur, il faut laisser le suspense durer un peu et on va revenir sur l'histoire du manteau. Vous savez, cette roche qui contient de l'olivine et dans les Pyrénées, c'est singulier parce qu'il y a du manteau. Et vous allez voir pourquoi. À Lers, par exemple. Donc on n'est pas dans le Béarn, pardonnez-moi, on est dans l'Ariège, ici. Et vous avez l'étang de Lers, qui, c'est connu des géologues depuis plus d'un siècle. Donc on a des roches du manteau que vous pouvez observer. Et vous avez sur la droite mon étudiant en thèse Kinu, qui travaille aujourd'hui sur ce sujet, qui est devant une roche qui s'appelle la lerzolite et qui a donné son nom à ces roches du manteau très particulières. C'est un nom international qui est utilisé par tous les chercheurs dans le monde pour décrire ce type de roche de manteau, de péridotite, qui s'appelle des lerzolites.
Donc vous voyez que vous avez, et ici vous ne voyez pas très bien derrière le lac ces roches du manteau, mais vous pouvez toucher des roches du manteau si vous le voulez, donc à l'Hers. Alors dans le Béarn, ou peut-être même en Occitanie, vous avez les monts Chauves. Alors, la référence au Dupont, ce n'est pas pour leur calvitie naissante, hein, c'est parce qu'il y a un Dupont T et un Dupont D. Je ne crois pas me tromper. Et en fait, on a le Mont Chauve, il y a des déclinaisons de ce mot Mont Chauve, et vous avez ici Mont Co et Mont Co, avec un T et avec un P. Et Mont Co, ça veut dire Mont Chauve. Et ce que vous voyez ici au milieu de la forêt, notamment sur la photo de gauche, donc c'est pas très loin d'ici, hein, vous êtes donc à peu près à une vingtaine de kilomètres de cette zone-là, depuis Pau. Et au milieu de la forêt, vous avez cette espèce de dorsale qui ressort, sans arbre, et c'est une roche du manteau que vous avez qui est là. Parfaitement accessible, et vous voyez, sur laquelle la végétation ne pousse pas, alors pour des raisons qu'on ne comprend pas tout à fait bien, mais qu'on cherche à éclaircir. Et puis vous avez le mont Co avec un P, qu'on va trouver au sud de Saint-Gaudens, et qui se présente un petit peu de la même façon. Vous voyez, on voit bien, il y a une texture différente, il n'y a pas d'arbre, il y a une forme pyramidale très caractéristique, et puisque je pense que dans cette salle, pratiquement la majorité de cette salle connaît le plateau du Bénou, vous avez le Turon de la Téquère, qui est aussi un morceau de manteau et qui est une pyramide parfaite, que je n'ai pas illustré ici, parce que là, je voulais faire une espèce de blague avec les P et les T de Monco. Alors, sur cette balance, vous avez un calcaire à gauche, une roche calcaire, comme le calcaire d'Arudi, par exemple. Et puis à droite, vous avez une roche, une péridotite, vous voyez, qui a à peu près le même volume, mais la roche du manteau va être très lourde. Donc elle a une densité de 3,4 à 3,5 environ. Alors qu'une roche, un calcaire, c'est 2,6. Et ça va permettre aux géologues, aux géophysiciens, d'essayer de détecter ce manteau par des méthodes indirectes. Alors quelle est la méthode la plus simple pour détecter une roche qui a une forte densité? C'est le champ de gravité terrestre. Donc on va étudier le champ de gravité terrestre. Donc là je suis calé dans mon fauteuil, c'est parce que la gravité me colle contre mon fauteuil. Et on va étudier ce champ de gravité terrestre avec ce qu'on appelle des anomalies de Bouguer. Je ne vais pas décrire la technique pour faire ça, mais grosso modo, on regarde des anomalies du champ de gravité terrestre, et qui s'exprime avec une unité qui s'appelle le milligal. Donc sur cette carte-là, qui a été publiée en 2022, vous voyez, tout ça, c'est des études assez récentes. C'est une carte qui a été corrigée, qui a été corrigée de l'effet de la montagne, en gros, pour simplifier. Et vous avez une grosse tache rouge. Vous voyez que le trait noir, c'est une coupe, en fait, que je ne présente pas. Mais vous avez une zone rouge, une grosse zone allongée rouge, qui peu ou prou calque d'ailleurs le domaine de sismicité des tremblements de terre du Béarn et d'une partie de l'Ariège. Et là, pour un géologue, pour un géophysicien, eh bien, ça veut dire que le manteau est à faible profondeur. Et les études ont montré que non seulement il était à faible profondeur, normalement c'est 30 km. Pour donner 30 km, c'est plus de 600 degrés. Donc on n'est pas à ces profondeurs-là, le manteau, il ne va pas produire de l'hydrogène. Mais ici, il se trouve que ce manteau est à une dizaine de kilomètres et que la température à cette profondeur-là est entre 250 et 300 degrés. Donc il est idéalement dans la fenêtre où il peut produire de l'hydrogène. C'est remarquable. Il y a peu d'endroits dans le monde où on a cette situation où le manteau se trouve à une dizaine de kilomètres de profondeur et en plus, vous voyez bien aujourd'hui, ou les journées d'hier, il pleut à Pau, les Pyrénées sont arrosées, on a pratiquement un régime de mousson, parfois l'été, donc on a de l'eau qui peut venir s'infiltrer dans le sous-sol, Nicolas va nous montrer tout ça tout à l'heure, et on a potentiellement un moteur de génération d'hydrogène. Donc vous habitez ici dans un endroit très particulier, c'est-à-dire que le manteau, ce carburant, on peut dire, la roche-mère, donc si je reprends une terminologie pétrolière qui n'a pas, c'est un mot quasiment interdit aujourd'hui, mais on parle de roche-mère qui est capable de donner de l'huile ou du gaz, eh bien,
ici, le manteau, c'est la mer des roches-mères. C'est le système principal qui va pouvoir générer l'hydrogène. Eh bien, cette roche-mère, elle est présente à la fois, vous pouvez la voir sur le plateau du Bennu, mais elle est aussi présente à 10 km de profondeur dans une fenêtre qui est idéale pour générer l'hydrogène. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Alors, pour vous donner une idée, si on savait stimuler l'hydrogène dans une roche du manteau, 1 mètre cube, c'est 1 euro. On gagne 1 euro avec 1 mètre cube. Les monts Chauves que je vous ai montrés, c'est de l'ordre du kilomètre cube, c'est 1 milliard d'euros. Bon, on ne sait pas le faire, mais si on savait stimuler l'hydrogène sur ces roches-là, eh bien, pour vous donner une idée, 1 kilomètre cube, c'est 1 milliard d'euros. Alors c'est le début d'une exploration. J'ai essayé de trouver l'illustration qui ressemblait le plus à Nicolas et j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, finalement, celle-ci, j'ai trouvé que c'était la plus approchante. Et bon, il ne cherche pas de l'or, vous avez bien compris, il cherche de l'hydrogène. Et donc là, maintenant, la question que vous attendez, enfin la réponse, là, vous vous interrogez, vous dites, mais est-ce qu'il existe vraiment des fuites d'hydrogène dans les Pyrénées? C'est vraiment, je pense que vous êtes venus pour ça. Enfin, on va avoir la réponse. Voilà. Mais Nicolas a commencé par autre chose. Alors, avant de se rendre sur le terrain, c'était quand même important de se questionner sur est-ce que le manteau présent en surface, en proche surface, peut produire de l'hydrogène. Donc là, c'est des expériences que nous pouvons réaliser en laboratoire, c'est recréer en fait les conditions à laquelle se trouve la roche en profondeur. Donc à l'aide de ce qu'on appelle des autoclaves, donc la petite machine que vous voyez sur la photo à droite, on peut mettre une roche avec de l'eau, et on peut mettre cette roche sous pression et on peut monter la température. Donc la question c'est, est-ce qu'on produit l'hydrogène? Et effectivement, ce on s'est rendu compte, c'est que cette roche présente sous Mauléon, donc sous les Pyrénées, présente donc des bonnes capacités de production en hydrogène. Donc tu veux passer à la suite, c'est ça? Mais avant ça, donc, vous avez compris que Nicolas, dans notre domaine des géosciences, c'est un géochimiste. Voilà. Donc moi, je ne fais pas du tout de géochimie, c'est pour ça que je suis le novice dans cette histoire. Mais il y a une question qui est importante. Nicolas a commencé sa thèse en 2018, c'est ça? Et en 2018, quel est l'état de l'art? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait en France de l'hydrogène naturel? Et donc là, Nicolas, tu peux nous répondre sur ce point-là. Alors, effectivement, du coup, moi j'ai commencé réellement à travailler sur les questions d'hydrogène dès 2017 et l'état de l'art donc scientifique était quand même assez limité. On savait que du coup, grâce à l'Ifremer, on était en mesure de créer de l'hydrogène, de produire de l'hydrogène au milieu des océans, donc ce qu'on appelle les rides. Cependant, sur un contexte terrestre, donc sur la Terre, on n'avait quasiment aucune information et on ne savait pas si on était en mesure de produire, en tout cas on avait les conditions nécessaires pour produire cet hydrogène. D'accord, mais est-ce qu'il y avait des indices, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait mettre la puce à l'oreille sur l'existence d'émanations d'hydrogène à la surface? Alors, dans le contexte pyrénéen, non, on n'avait aucune occurrence d'hydrogène, comme je vous l'ai montré précédemment sur ce qui étaient les fumeurs noirs ou les fuites de gaz comme à Kimarea ou en Oman. On n'avait aucun de ces indices-là. Donc, alors, aucun indice, mais pourtant, le Béarnais, il sait des choses. Il sait que, par exemple, on a les eaux chaudes, on a des sources thermales. Il y a Barbotan-les-Thermes, qui n'est pas très loin, Eugénie-les-Bains, il y a beaucoup de thermes. Est-ce que ça ne peut pas nous donner des indices quelque part? Alors, donc, effectivement, maintenant, on sait qu'on a du coup la présence d'un manteau en proche surface. La question, c'est est-ce que de l'eau traverse ce manteau-là et est-ce qu'il est en mesure de produire cet hydrogène-là? Donc, ces réponses, on les trouve à travers des indices de surface, comme par exemple ici des sources hydrothermales, comme à Camus. C'est une source qui est très intéressante parce que cette source se situe le long d'une faille et l'eau sort de cette faille-là. Et l'eau est chaude et à plus de 35 degrés. Tu peux préciser où c'est? Alors Camousik, c'est au niveau du massif des Arbailles, pas très loin d'Arrête. D'accord. C'est la ville la plus proche que je... Bon, il y en a qui doivent connaître et ils se disent mais non, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, et sur les sources gazeuses à droite, là, c'est cet exemple que tu nous montres. Et donc, maintenant, on sait qu'on a des circulations fluides et on sait qu'on a de la chaleur dans notre contexte pyrénéen.
Et est-ce qu'il y a des productions de gaz? Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans certains endroits, comme par exemple ici sur la vidéo, au niveau du lavoir de Saint-Vincent, qui est situé à Montaut, donc le Montaut qui est au nord de Pau, donc proche de Saint-Sevé. Et sur le fond de ce lavoir, on observe en fait des bulles de gaz qui sortent, qui est composé, ici malheureusement on n'a pas d'indice d'hydrogène, mais qui est composé d'azote, de méthane et d'oxygène. Donc tout ça, c'est des indices qui auraient pu orienter les gens vers la recherche d'hydrogène. Et qu'en est-il? Parce que dans le Béarn, il y a eu des milliers de forages pétroliers. Et qu'en est-il des forages pétroliers? Alors, effectivement, maintenant on peut dire que le Béarn est quand même un gros gruyère. Il a été extrêmement foré en long et en large pour l'exploration pétrolière. Et malheureusement, en fait, les pétroliers en fait, s'intéressaient pas du tout à l'hydrogène naturel. Et donc, lors d'un forage, ne le mesuraient pas. Ils n'avaient pas les outils, en tout cas, pour le mesurer. Donc, on a très peu de retours sur ces questions-là. Ce qui est vrai en France, mais ailleurs dans le monde aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas un gaz qui était intéressant pour l'industrie pétrolière, a priori. Et donc, les gens ne cherchaient pas à le mesurer, en fait. Exactement. Donc voilà l'état de l'art, vous l'avez compris. Donc Nicolas commence sa thèse en 2018. On ne connaît rien de l'hydrogène naturel en France. On connaît des choses de l'hydrogène naturel dans le monde, mais en France, à ce moment-là, c'était rien. Voilà. Et donc Nicolas va commencer sa thèse. Alors, comment mesurer l'hydrogène? Donc là encore, je m'adresse à l'expert. Donc Nicolas, si tu peux commenter cette diapositive. Alors, donc l'hydrogène, il y a une seule méthode à l'heure actuelle qui a été développée. C'est une méthode qui est extrêmement simple et rapide à déployer. C'est la réalisation d'un trou dans un sol lambda, dans un champ, dans une prairie, en bord de route. Et on y insère dans ce trou-là une canule qui est connectée en fait à différents analyseurs qui sont à notre disposition. Donc, comme par exemple des analyseurs de gaz qui vont nous permettre de mesurer par exemple le méthane, le CO2, l'hydrogène, tout un cortège gazeux. Et on va également utiliser en fait ce qu'on appelle le radon. C'est un détecteur de radon qui va quant à lui, nous donner une information sur est-ce qu'on a un flux de gaz, est-ce qu'on a une connexion profonde avec, est-ce qu'on a un gaz qui viendrait des profondeurs au niveau du trou de mesure. Voilà, parce que je crois qu'il est utile de préciser à ce stade-là que, par exemple, dans la composition de l'atmosphère, on a un tout petit peu d'hydrogène, n'est-ce pas? C'est combien? C'est ça. Donc, dans l'atmosphère, le 9e composant de l'atmosphère, c'est de l'hydrogène. Malheureusement, c'est un hydrogène qui est extrêmement peu concentré. Donc, c'est ce qu'on parle de 500 ppb. Donc, c'est des parties par milliard. Ça veut dire que, un exemple, c'est vous mettez 1 milliard de billes dans une piscine et seulement une représente une molécule d'hydrogène, une de ces billes. Voilà, donc très peu d'hydrogène dans l'atmosphère, elle existe un petit peu. Et dans les sols, on n'avait pas vraiment beaucoup d'informations sur la présence d'hydrogène. Quand on mesure de l'hydrogène dans le sol, est-ce qu'on va mesurer a priori l'hydrogène? Est-ce que les bactéries, par exemple, produisent de l'hydrogène? Alors effectivement, il y a des dizaines et des dizaines de processus qui peuvent permettre de générer de l'hydrogène naturel. Dans nos mesures, nous, on est sensible en fait à la mesure de l'hydrogène produit effectivement par les bactéries, mais également l'hydrogène qui est produit par la serpentinisation du manteau en profondeur. Donc nous, c'est cet hydrogène-là qu'on va aller chercher. D'accord. Alors sur la photo de droite, c'est une photo qui a été prise il y a 15 jours. Un petit congrès a été organisé à l'UPPA, donc à l'Université de Pau, congrès Hydrogène, qui est un GDR, c'est un groupement de recherche. Et vous voyez ici des chercheurs qui travaillent sur l'hydrogène. Et donc on était sur le plateau du Bénout pour mesurer des émanations d'hydrogène. Et je dois dire que le résultat était positif. On mesure des émanations d'hydrogène sur le Bénout, mais on y reviendra. Ok, donc vous avez compris comment on mesure l'hydrogène et maintenant Nicolas va nous parler de son début de thèse. Que faire? On a une feuille blanche devant nous et il faut réfléchir à comment chercher cet hydrogène. Alors, comme on l'a dit précédemment, on n'a pas d'indice, en tout cas formel, de sortie d'hydrogène comme on l'a détecté du coup en Turquie et en Oman. Donc on part vraiment d'une feuille blanche où l'idée est d'aller explorer cet hydrogène.
Il faut savoir que les gaz et les fluides dans le sol utilisent toujours ce qu'on appelle des drains préférentiels. Ce sont des zones où l'hydrogène et les fluides vont pouvoir migrer rapidement jusqu'en surface. Nous, dans les Pyrénées, on a énormément de failles et par chance, ces failles représentent chacune des drains préférentiels, donc qui vont permettre aux fluides générés en profondeur de remonter en surface. Donc ces failles sur la carte sont indiquées comment? Alors les failles sont représentées avec des lignes blanches sur la carte que vous pouvez voir derrière. Donc chacune de ces lignes blanches représente une faille. Donc vous pouvez voir que vraiment les Pyrénées, donc, qui est une très belle chaîne de montagnes, est extrêmement faillée donc, et contient donc d'autant plus de drains qui vont permettre aux fluides de migrer jusqu'en surface. Alors c'est juste une parenthèse, c'est une chose qui est très connue du monde pétrolier, puisqu'à travers ces drains, vous pouvez aussi avoir des migrations d'huile, de gaz naturellement. Et donc ça, c'est un domaine... les failles sont connues comme des zones drainantes des fluides géologiques. Exactement. Donc l'idée initiale était donc d'aller explorer le long de ces failles-là, de chercher et voir si on pouvait découvrir des fuites d'hydrogène à ces niveaux-là. Mais également, on a eu l'idée d'aller chercher aussi loin de ces failles-là, parce que potentiellement, on peut avoir des failles qui ne sont pas cartées en surface, et donc on peut trouver des sorties d'hydrogène loin de ces structures blanches en tout cas. Et donc sur cette carte-là, ce que vous pouvez voir, c'est que chaque point rouge en fait correspond à des mesures qu'on a réalisées au cours de la thèse. Donc on a réalisé peut-être ces points-là, on va dire, c'est à peu près 3 ans de travail. Voilà. D'accord, donc d'une feuille blanche, une feuille avec des points rouges maintenant. Exactement, c'est une... Donc on essaie de remplir cette carte. Oui. Voilà, ouais, c'est un travail, vous voyez ce que c'est que le travail de la science, c'est de colorier des cartes et des feuilles blanches. Donc, alors le titre est un petit peu curieux. Un mauvais résultat reste un résultat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, Nicolas va nous expliquer sa démarche initiale en 2018 quand il va commencer avec sa feuille de route à explorer les émanations d'hydrogène dans les Pyrénées. Et donc il commence par un travail très précis, c'est vraiment du travail de très haute volée, c'est creuser un trou dans la roche avec une perceuse. Il faut beaucoup, ça demande un niveau de qualification extraordinaire. Et de patience. Et de patience. Donc là, forage, analyse, résultat, et là, Nicolas, quelle joie! Quelle joie, effectivement, grâce à cette méthode-là, que nous avons développée du coup au cours de la thèse, on a trouvé de l'hydrogène partout. L'hydrogène était présent dans tout le Béarn. On s'est dit, c'est super, on a trouvé la nouvelle source énergétique du futur. Mais je sens qu'il y a des gens qui sont prêts à sortir pour prendre des permis d'exploration, mais regardez les concentrations, c'est 450 ppm, c'est-à-dire à peu près la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc 0,045%. Mais, mince. Et mince, effectivement, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que l'action de forer dans une roche, en fait, générait de l'hydrogène. Donc, donc, toutes les mesures que nous avions réalisées pendant ces 2 dernières années étaient bonnes à la poubelle, mais dans une bonne poubelle, parce que grâce à ça, on a pu développer un nouveau protocole pour mesurer du vrai hydrogène cette fois-ci, naturel. Voilà le travail de la science. Hein. Percer des trous et puis se rendre compte que, en perçant, on génère de l'hydrogène. Mais quand même, changement de stratégie, n'est-ce pas? Et du coup, on a changé de stratégie. Cette fois-ci, on est passé sur un forage, cette fois-ci, dans de la terre, comme on a dit, dans des prairies, dans des champs, afin d'enlever ce problème-là de création d'hydrogène naturel. Et donc là, le protocole est strictement le même, seulement l'action de forage change. Voilà, alors l'action de forage, je participe un petit peu à cette aventure là, depuis peu, et donc il y a façon de forer et forer. Alors il y a ceux qui forent à forte vitesse, il y en a qui forent à percussion, il y en a qui enfoncent la mèche de leur poids, donc il faut être assez costaud. Enfin, si des gens sont intéressés par ce genre de pratique, venez me voir à la fin, je recrute. C'est un travail physique très exigeant et surtout qui demande une très grande technicité. Et donc là, est-ce que ça a marché ? Eh bien, effectivement, on a trouvé, cette fois-ci, on ne mesurait plus d'hydrogène. Donc, ce qui était rassurant pour nous, parce que lorsqu'on était loin des structures de faille, donc les structures drainantes, on mesurait plus d'hydrogène. Et lorsqu'on s'en rapprochait, on avait des indices d'hydrogène. Voilà, donc vous avez enfin la réponse. Et il y a une carte qui a été faite des émanations d'hydrogène.
Là, vous attendez cette carte avec impatience. Il reste 6 minutes avant la fin de cette présentation. Donc, on a réussi à tenir presque 35 minutes sur ce sujet-là. Et voilà la carte. Et du coup, voilà, donc là, voici ces 3 voire 4 années de thèse. Donc, encore une fois, on est parti d'une feuille blanche et vous voyez, on a mis un peu de couleur. On a essayé de décorer tout ça. Et donc, ça, ce que vous voyez, c'est à l'heure actuelle une des premières cartes mondiales d'hydrogène à une échelle régionale. Donc, qu'on a réalisé au cours de la thèse. Et ce qu'on observe, c'est donc des concentrations d'hydrogène, des concentrations moyennes, à 1 mètre de profondeur. Donc, plus on tend vers le rouge, plus on a de l'hydrogène. Et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on est au niveau des failles, donc des structures drainantes, on a à certains points des sorties d'hydrogène, avec un point particulier qui se situe au niveau de Sauveterre de Béarn, Orthez et Peyrehorade. Voilà, donc il y a une espèce de point chaud. Il y a, on va dire, 3 points chauds sur cette carte. On a Sauveterre, Salis de Béarn, le sud de Pau, mais qui est plus une anomalie. À l'époque où tu as fait cette carte, ça restait une anomalie statistique, mais qu'on confirme aujourd'hui par des mesures récentes. Et puis, vous voyez, juste au contact de ce qu'on appelle la faille nord-pyrénéenne, qui est un objet géologique singulier dans la chaîne des Pyrénées, au sud d'Azaspe, on a aussi des concentrations d'hydrogène. Alors, je vous rappelle que les concentrations, ici, l'échelle donne des concentrations maximales autour de 300 ppm, donc on est très loin des 4%, 4,5% du seuil d'explosivité, donc c'est des concentrations très très faibles qui sortent du sol. Donc c'est pas... N'allez pas dire à vos amis « Oh, il y a de l'hydrogène qui sort, ça risque d'exploser ». Ce n'est pas du tout le cas. C'est des concentrations qui sont hyper faibles, mais qu'on sait mesurer et qui sont significatives. Donc, tu parlais des failles, et ici, tu peux peut-être commenter un des résultats principaux de ta thèse. Alors, du coup, effectivement, en plus d'avoir réalisé cette carte à l'échelle régionale, on s'est intéressé vraiment, après avoir découvert vraiment le spot, l'anomalie qui est située au niveau de Sauveterre, on s'est vraiment intéressé à cette structure-là afin de voir si, effectivement, est-ce que l'hydrogène qu'on mesure fuite bien le long des failles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé 3 différents trous. On a mis ce qu'on appelle donc une chambre d'accumulation. Donc, c'est des zones, des chambres dans lesquelles on va accumuler du gaz sur une semaine. Et donc, ce qu'on observe sur ces résultats, c'est que plus on s'approche de la faille, plus les concentrations en hydrogène, en méthane, en CO2 et en radon augmentent. Donc, cette observation confirme bien que la structure faillée va drainer les fluides et donc transporter potentiellement de l'hydrogène profond. D'accord, donc voilà, on confirme donc que les failles sont des drains naturels. Alors, d'où vient l'hydrogène naturel? Donc là, sur cette bloc 3D, on va aller un peu vite parce qu'il reste peu de temps, mais vous avez compris l'équation, c'est qu'on oxyde l'olivine, enfin la péridotite, qui va générer de l'hydrogène. Donc, et vous avez ici un schéma qui est représenté ici à nouveau. Et là, il y a une petite animation et que tu vas commenter, Nicolas. Donc là ce qu'on voit actuellement, c'est à nouveau la zone du bassin de Mauléon. On retrouve le massif des Arbailles au sud. Et au nord, ce qu'on appelle la faille, le chevauchement frontal nord-pyrénéen. Donc c'est les zones où on a trouvé ces anomalies en hydrogène. Donc, sous ce bassin, on retrouve donc le manteau qui va nous générer de l'hydrogène. Et on a donc le système hydrogène dans le domaine pyrénéen. L'hypothèse qu'on émet, c'est qu'il pleut énormément dans le Béarn. Ça, c'est extrêmement connu. On a vu que l'hydrogène percole, l'eau en fait s'infiltre jusqu'en base du bassin. Il va venir réagir avec le manteau, donc qui est sous des températures suffisantes pour produire l'hydrogène. Et cet hydrogène produit va migrer le long des failles, et c'est cet hydrogène qu'on va mesurer, nous, en surface. Voilà, donc un scénario qui est le plus favorable actuellement. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, on ne va pas changer un petit peu nos idées sur ce scénario, mais celui-ci, actuellement, c'est le plus robuste qu'on ait. Alors, c'est un travail scientifique qui se poursuit. Donc, il y a un projet de Nouvelle-Aquitaine, H2NA, qui est dirigé par Christophe Rigolet de la société CVA et dans lequel l'UPPA est partie prenante. Mais en France,
tout le travail reste à faire sur l'exploration de l'hydrogène, et il y a de nombreuses régions qui s'y mettent. Vous avez par exemple ici Nicolas qui est dans un autre endroit pluvieux dans sa région fétiche, donc en Bretagne, et qui va mesurer l'hydrogène dans le sol. Ça fait la une du journal Le Télégramme, hein, il y a quelques mois. Voilà. Donc ça se poursuit. Et en Nouvelle-Aquitaine, vous avez eu 2 permis d'exploration qui ont été déposés. Un en 2022, le permis Sauveterre. Donc Sauveterre, c'est vraiment très bien, c'est une coïncidence heureuse. Et le permis déposé récemment de Grand-Rieux. Vous voyez, Coloron est juste à la base à droite du permis de Grand-Rieux. 2 permis d'exploration donc qui sont déposés et pour lesquels les personnes, donc cette fois c'est pas des industriels, vont chercher, explorer ces zones-là pour savoir si oui ou non estimer le potentiel hydrogène de cette région-là. Et nous, en qualité de scientifiques, et on va continuer à chercher à mieux comprendre comment se forme cet hydrogène. Et donc à 17 secondes près, eh bien, écoutez, voici venu le temps des questions.